Le monde sombre dans le chaos, les hôpitaux débordent, de désespoir. Les gouvernements déclarent l'état d'urgence alors que les cliniques sont prises d'assaut par des couples terrifiés. Les scientifiques travaillent jour et nuit, mais chaque test confirme le même cauchemar. Personne ne peut concevoir, et les taux de natalité sont tombés à 0. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous révélons ce qui se passerait si l'humanité devenait infertile, 1 an plus tôt. Tout a commencé avant que le monde ne s'en aperçoive. Les scientifiques l'ont nommé virus humain nul, 25 pour virus humain nul. Au départ, cela semblait une infection respiratoire classique. Légère fièvre, toux sèche, fatigue. Mais, au moment où quelqu'un a compris ce qui se passait, l'Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la santé, estimait que plus de 60% de l'humanité était déjà infectée. Les gens ont vite guéri et le virus a quitté l'actualité. Nul ne le savait, mais le compte à rebours de l'extinction humaine avait déjà débuté. Le HNV25 ne ciblait pas les poumons, il ciblait les gamètes, les cellules responsables de la reproduction humaine. Caché dans son code génétique, le virus était conçu pour détruire chaque ovule et spermatozoïde humain. Pour les femmes, les conséquences ont été immédiates. Elles naissent avec tous leurs ovules. Après avoir infiltré ces cellules, le virus les détruisait systématiquement. En quelques semaines, des millions de femmes sont devenues stériles. Les médecins pensaient d'abord à une réaction immunitaire ou hormonale. C'était jusqu'à ce que les taux de fertilité commencent à chuter partout, tous en même temps. Pour les hommes, le processus était plus lent et plus insidieux. Les hommes produisent en temps continu de nouveaux spermatozoïdes, environ 1500 par seconde, soit plus de 100 millions par jour contrairement aux femmes. Le HNV25 était conçu cruellement, restant latent dans chaque cellule, attendant en silence. Chaque fois qu'une nouvelle cellule de sperme commençait à se former, le virus s'activait, l'infectait et la détruisait avant que le spermatozoïde ne puisse arriver à maturité. En fin d'année, les cliniques de fertilité échouaient partout sans raison. Les naissances diminuaient, le monde blâmait stress et pollution. Quelques chercheurs seulement ont compris. Le HNV25 empêchait la reproduction. Les animaux infectés devenaient stériles, leur acide désoxyribonucléique modifié à jamais. Ce n'était pas juste tuer, mais effacer l'avenir. Avertissements rejetés, rapports ignorés. Mais finalement, la vérité deviendrait indéniable. Et quand ce serait le cas, la panique s'emparerait du monde. Année 0. Au début, personne n'y croyait. Au cours des premiers mois de l'année, les chaînes d'information locales ont signalé une augmentation inhabituelle des cas d'infertilité. Les hôpitaux de Londres à Pékin étaient débordés par des couples désespérés cherchant des réponses. Les cliniques de fertilité, autrefois porteuses d'espoir, faisaient désormais face à la même réalité sombre à chaque test. 0 gamète viable. À New York, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont organisé un sommet d'urgence après une chute de 99% des taux de fertilité en un trimestre. L'Organisation mondiale de la santé a émis une déclaration sur des anomalies reproductives généralisées. Sur les réseaux sociaux, la panique s'est propagée plus vite que le virus lui-même. Des vidéos de femmes s'effondrant dans des cliniques de fertilité sont devenues virales. Les théories du complot ont proliféré. Certains accusaient la modification génétique, d'autres parlèrent de contrôle de la population. Des semaines durant, les gouvernements ont nié, affirmant en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne que la situation était temporaire. Des scientifiques ont suggéré que l'infection causait une stérilité temporaire, disparaissant après rétablissement du système immunitaire. Mais dans les laboratoires du monde entier, les chercheurs observaient la même chose au microscope. Le virus avait détruit la machinerie génétique de la reproduction humaine. À la mi-année, le déni devint panique. L'Assemblée générale des Nations unies a tenu une session d'urgence diffusée mondialement. Le secrétaire général a délivré un message qui allait marquer le siècle. L'humanité ne pouvait plus se reproduire. Chaque enfant vivant à ce moment-là serait la dernière génération. Même si les plus jeunes nourrissons vivaient une vie entière, l'humanité avait moins de 100 ans avant l'extinction. L'annonce a frappé comme un séisme mondial. Les économies se sont effondrées soudainement, et les gouvernements ont tenté de stabiliser des monnaies privées de main-d'œuvre future. Les écoles ont fermé, les maternités se sont vidées, les fabricants de jouets, de nourriture pour bébés et de couches ont déposé le bilan en quelques mois. Des équipes à Genève, Cambridge et Pékin ont tenté de séquencer le virus, dans l'espoir de trouver un remède ou un vaccin, mais les résultats étaient horrifiants. Le code HNV25 était inédit. Il s'est intégré au génome humain, fusionnant son matériel génétique avec le nôtre. Même si quelqu'un
n'attrapait jamais l'infection active, il portait quand même son empreinte moléculaire. Chaque cellule humaine était désormais porteuse. Certains gouvernements ont minimisé la crise pour préserver l'ordre. Les médias d'État de plusieurs pays ont interdit d'évoquer l'épidémie d'infertilité. D'autres ont surréagi en militarisant les hôpitaux, en arrêtant des scientifiques accusés de diffuser de fausses informations et en lançant d'immenses campagnes de propagande appelant au calme. Mais c'était impossible. Le monde avait déjà été témoin de pandémies, de guerres et de famines, mais jamais de sa propre extinction au ralenti. Année 2, l'Organisation mondiale de la santé ne publie plus de rapports sur la fertilité. Les hôpitaux ne programment plus de rendez-vous obstétriques. Autrefois lieu d'espoir, les cliniques de fertilité sont aujourd'hui surpeuplées et marquées par le désespoir. Des files interminables de couples désespérés cernent leurs dossiers médicaux, suppliant pour des traitements qui n'existent plus. Chaque gouvernement a promis un remède, aucun n'a tenu parole, et lorsque l'espoir meurt, le désespoir s'empresse de prendre sa place. Un marché noir émerge, vendant des soi-disant boosters de fertilité, des inhibiteurs de HNV et des sérums de cellules souches reproductives. Beaucoup sont faux, quelques-uns mortels. L'Agence mondiale de sécurité sanitaire signale plus d'1 million de morts liés à des traitements contrefaits en 6 mois. Les mouvements religieux se multiplient dans le monde. Aux États-Unis, les télévangélistes voient la crise de l'infertilité comme une épreuve de foi. À Jérusalem, des milliers de personnes se rassemblent pour prier au mur occidental, croyant que la fin des naissances est le signe d'une prophétie attendue depuis longtemps. Une secte en Irak prêche que l'avenir sans enfants est une miséricorde divine, une purification avant l'ascension de l'élu au paradis. Partout les gens cherchent un sens. Les gouvernements s'effondrent sous la pression. L'Organisation des Nations Unies ne parvient plus à faire respecter le droit international. Ces casques bleus protègent désormais les stocks médicaux au lieu des zones de guerre. Les petits pays s'effondrent les premiers. Les mouvements de réfugiés débutent, non à cause de la guerre ou de la famine, mais parce que des régions entières se retrouvent sans gouvernance. Sans population future, les systèmes fiscaux, éducatifs et de santé disparaissent. C'est la nouvelle réalité. La moitié du monde sombre dans le chaos, l'autre s'accroche à l'illusion de normalité. Et sous tout cela, une vérité indicible résonne. L'humanité vit à crédit sur le temps. 5e année. La panique laisse place à l'acceptation. Le chaos initial s'efface, un rythme fragile s'installe. Les grandes villes fonctionnent, les lumières brillent en la nuit, et les gens vont toujours travailler. Mais quelque chose de fondamental a changé. Il n'y a plus de bébés ni de nourrissons. Les crèches ont fermé, et les obstétriciens travaillent maintenant ailleurs dans la santé. Les derniers enfants de maternelle passent en première année. Les enseignants sont licenciés, classe par classe. Le monde vieillit. L'âge médian mondial, initialement autour de 31 ans, passe à 37, puis 45, puis dépasse 50 ans, en 5 ans seulement. Les hôpitaux accueillant des naissances sont devenus des services gériatriques, les unités néonatales en soins palliatifs. Le rire des enfants a cédé la place au bourdonnement des machines de survie. Pourtant, il n'y a ni soulèvement, ni émeute. Les gens s'habituent à cette norme. Les centres commerciaux restent ouverts, mais silencieux, remplis de clients âgés déambulant dans des allées de produits obsolètes. Les gouvernements se réunissent encore, mais leurs ordres du jour se réduisent. Les sommets internationaux se concentrent sur le rationnement de la nourriture, le maintien de l'ordre et la préservation de la culture. Année 10. Une décennie s'est écoulée depuis que le monde est devenu infertile. La panique, le chaos et les tentatives désespérées de salut se sont estompées dans l'arrière-plan d'une civilisation vieillissante. La race humaine subsiste, mais l'illusion de normalité se fissure. La population mondiale est tombée en dessous de 65 milliards, mais le déclin est inégal. Les villes et pays en développement se vident d'abord, car les habitants migrent vers des zones avec infrastructures ou eau potable. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que plus de 500 millions de personnes sont désormais déplacées de façon permanente. Mais pas à cause de la guerre ou du climat, mais à cause de l'effondrement de l'ordre économique et civil. Les frontières deviennent floues, à mesure que les nations cessent de fonctionner au sens traditionnel du terme. La pénurie alimentaire s'aggrave, avec la baisse du nombre d'agriculteurs. Les rendements mondiaux chutent de 40%. Les champs pourrissent, sous le soleil, non pas par manque de ressources, mais par manque de mains humaines. La famine progresse malgré moins de bouches à nourrir. Les gouvernements rationnent, le peu restant, mais corruption et désespoir provoquent thésaurisation et marché noir. Le programme alimentaire mondial ne peut plus agir à l'échelle mondiale car ses convois sont attaqués ou volés. 12e année. Les systèmes de santé sont sous forte pression. Les hôpitaux déjà débordés perdent leurs médecins les plus expérimentés.
L'âge moyen des médecins a dépassé 60 ans et il n'y aura plus de remplaçants dans la prochaine décennie. Des maladies auparavant faciles à traiter, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque et la pneumonie, deviennent mortelles. Les pharmacies sont pillées pour les derniers antibiotiques. Les connaissances médicales sont numériques, mais faute d'experts dans certains domaines, les soins restent médiocres. En Europe, des nations fusionnent leurs administrations pour survivre et l'Union européenne se fragmente en coalitions régionales. En Amérique du Nord, les États-Unis se divisent en régions autonomes. Les côtes, plus peuplées et proches des ressources marines, résistent sous la loi martiale. Les grandes plaines retrouvent une gouvernance locale et des économies de troc. La Chine automatise totalement son infrastructure avec des systèmes et robots, intelligence artificielle. Sans ingénieurs pour les entretenir, cette stabilité ne durera pas. Le tissu social et les institutions se désintègrent et les fêtes perdent leur importance. Plus personne ne fête le réveillon du Nouvel An. À quoi bon quand il n'y a plus d'avenir ? Les cimetières débordent à mesure que la mortalité augmente et que la crémation devient la norme. Les langues disparaissent au fur et à mesure que les populations isolées s'éteignent. Année 20, la population mondiale est passée sous 5 milliards, avec un âge moyen de 56 ans. Tokyo, Chicago et Le Caire deviennent des métropoles fantômes, la nature reprenant ses droits. Le passage du dernier groupe de personnes âgées sur scène marque un moment historique que personne ne souhaitait voir. La dernière cérémonie de remise de diplôme du lycée sur Terre. 4 ans plus tard, les dernières universités commencent à fermer leurs portes. Les campus sont vides et envahis de mauvaises herbes. Les entreprises de jouets disparaissent. Lego, Hasbro et Mattel ont été dissoutes durant le même exercice. Leurs usines ont fermé, leurs logos disparaissent. Les chaînes télévision pour enfants ont cessé d'émettre depuis près de 10 ans. Noël est désormais un jour de commémoration. La fête des mères et des pères se célèbre par des veillées aux chandelles. Les cartes d'anniversaire ne se vendent plus. L'humanité commence à vivre dans une réflexion silencieuse, et non dans la célébration. Les anthropologues appellent à cette période le plateau terminal, un équilibre troublant où l'humanité subsiste sans rien de nouveau. Ce monde n'est pas chaotique, mais résigné. On se marie, on plante, les jardins existent, le travail continue. Mais chaque geste est assombri par la certitude que personne n'héritera la terre après eux. Le bruit de la civilisation n'est plus qu'un murmure. L'humanité n'est pas morte, mais elle ne vit plus vraiment. L'ère de la Terre sans enfants a commencé. Année 30. Le monde est silencieux, les routes désertes, le ciel clair, la nature domine à nouveau la planète. Les forêts envahissent la ville, les espèces menacées reviennent. La civilisation subsiste mais disparaît vite. La population mondiale est passée sous 35 milliards, et l'âge moyen est de 64 ans. Les maisons de retraite sont désormais de véritables villes, d'immenses complexes hébergeant des millions de personnes âgées. Les derniers jeunes adultes, nés avant la crise de l'infertilité, sont maintenant d'âge moyen. Ils sont les derniers des travailleurs, agriculteurs et soignants du monde. Sans eux, le système qui maintient la civilisation s'effondrera. Des industries ont disparu. Les compagnies aériennes ont fermé faute de pilotes suffisants. Ceux qui restent sont utilisés pour transporter des ressources vers les villes qui fonctionnent encore. Les réseaux électriques vacillent, car les ingénieurs meurent plus vite qu'ils ne réparent les infrastructures. Les systèmes automatisés, autrefois la clé de la survie, se dégradent sans maintenance. Les satellites quittent leur orbite un à un, illuminant silencieusement le ciel de traînées de feu. L'agriculture est la prochaine à échouer. Les cultures poussent encore, mais pas là où les humains peuvent les récolter. Les drones et moissonneuses automatiques entretenaient jadis les champs, mais sans techniciens. Leurs batteries se corrodent et moteurs rouillent. La famine se répand lentement, non pas par manque de ressources, mais à cause de l'isolement. Il n'y a tout simplement plus assez de personnes pour livrer la nourriture où il faut. Année 35, les grandes nations ont disparu. États-Unis, Russie et Chine sont devenus des enclaves isolées, chacune luttant pour survivre seule. Certaines sont devenues des coopératives démocratiques, préservant la culture et l'éducation. D'autres sont des forteresses militarisées, dirigées par d'anciens commandants, imposant un contrôle strict de la population pour rationner le peu qui reste. Partout dans le monde, la gouvernance est redevenue locale. Conseils de village, coalitions de villes et survivants âgés, unis par la nécessité plutôt que par l'idéologie. Année 40. La population mondiale tombe en dessous de 2 milliards, avec un âge moyen de 70 ans. L'espérance de vie baisse, non à cause de la violence ou de la maladie, mais par négligence. Les soins médicaux de base sont presque absents. Les antibiotiques ont disparu, rendant mortelles de simples blessures. Les réseaux mondiaux s'effondrent quand les derniers centres de données cessent de fonctionner.
Les communautés restantes se réduisent et s'isolent davantage. En Scandinavie, des éco-communautés alimentées par l'hydroélectricité survivent plus longtemps grâce à leur autonomie. Au Chili et en Nouvelle-Zélande, les villes côtières prospèrent grâce à la pêche et à l'énergie éolienne. Dans les Alpes suisses, de petites sociétés montagnardes conservent des archives numériques de tout le savoir humain, espérant qu'un jour elles seront retrouvées. Même ces bastions n'échappent pas au temps. Leurs plus jeunes habitants vivants approchent la cinquantaine. Leurs cheveux blanchissent, leurs mains tremblent et le monde s'efface chaque jour. L'infrastructure qui couvrait jadis des continents ne compte plus que quelques micro-sociétés autosuffisantes. Le commerce a cessé et voyager est impossible. La Terre commence enfin à guérir. La concentration de carbone dans l'atmosphère, autrefois supérieure à 420 parties par million, diminue régulièrement pour la première fois depuis des siècles. La faune prolifère, les récifs coralliens repoussent. La planète retrouve son équilibre, ironiquement, car l'espèce l'ayant déséquilibrée disparaît. Années 50. La population humaine compte moins de 500 millions d'individus, avec un âge moyen, approchant les 80 ans. La personne la plus jeune encore en vie se souvient d'un monde rempli de bruit, de lumière et de mouvement, mais vit désormais dans un monde défini par le silence. L'humanité s'accroche, avec de grandes villes telles que New York, Pékin, Londres et Rio de Janeiro, vestiges de ce qui existait autrefois. Les lianes envahissent les paysages, les rivières parcourent des rues désertes. L'ère humaine finit paisiblement, sans violence. Dans les ruines des dernières villes survivantes, des centres de recherche alimentés par l'énergie solaire et géothermique bourdonnent discrètement sous des horizons en ruine. Ici, les derniers scientifiques tentent un ultime coup de dé, des projets désespérés destinés à sauver une espèce mourante. Le premier projet porte sur le clonage, utilisant l'acide désoxyribonucléique, conserver des banques de fertilité avant l'effondrement. Les scientifiques essaient de recréer des embryons humains viables, mais sans système reproducteur ou utérus artificiel assez avancé pour imiter la gestation. Les expériences échouent à plusieurs reprises. Des milliers d'embryons artificiels sont créés, mais aucun ne survit au-delà de quelques semaines. Pourtant, le travail continue. Les chercheurs ont perfectionné le clonage humain au stade cellulaire, maintenant les lignées génétiques en stase. D'autres se tournent vers l'immortalité numérique. Le dernier superordinateur du monde abrite la conscience téléchargée de près de 10 000 personnes. Des décennies de cartographie neurologique et le stockage quantique permettent de simuler des fragments de pensée humaine. À l'intérieur du superordinateur, des esprits en numérique conversent, débattent et se souviennent de la vie. Avant HNV 25. Pour les scientifiques vieillissants qui s'occupent donc de ces serveurs, ce n'est pas qu'une simple machine. C'est un sanctuaire, vestige de l'humanité d'autrefois. D'autres voient au-delà de la chair et des données, vers la vie synthétique. Les bio-ingénieurs et les laboratoires survivants en Asie fusionnent des tissus organiques avec la nanotechnologie, créant des organismes capables de se réparer et de s'adapter. Ces êtres synthétiques ne sont pas humains, mais ils portent les traces de la conception humaine. Certains imitent donc la parole, d'autres peignent, composent ou rêvent par algorithme. Pour certains survivants, ils sont des blasphèmes. Pour d'autres, un espoir et la prochaine étape de l'évolution humaine. Des archives émergent mondialement. D'immenses coffres-forts dans le pergélisol et les montagnes préservent musique, littérature, acide désoxyribonucléique et art. Le Global Seed Vault devient la mémoire mondiale sous le Svalbard, conservant à la fois le code génétique des espèces et la mémoire culturelle. Les symphonies de Beethoven, les poèmes de Maya Angelou, le rire des enfants. Des communautés organisent des veillées pour partager, enregistrer et transmettre des histoires dans l'espace par ondes radio. Des messages dans des centaines de langues traversent sans fin le cosmos. Ultime émission de l'humanité. Année 75. La population est descendue sous 5 millions répartis dans des villages isolés sur les continents. Les humains les plus jeunes ont aujourd'hui 70 à 80 ans. Aucun enfant n'est né depuis presque un siècle. Même les villes durables déclinent. L'électricité et l'eau sont assurées par des systèmes automatisés pour quelques milliers de personnes seulement. Les satellites tombent en panne un à mesure que leurs orbites se dégradent. Les fermes sont entretenues, dans de petites poches, et ne produisent que suffisamment de récoltes pour nourrir la communauté. La médecine est à taille minimale, principalement à base de plantes et improvisée, et les maladies augmentent lentement la mortalité. Les conseils locaux gèrent la distribution des provisions, les archives et les soins de base. L'histoire récente est désormais orale et vécue, centrée sur la transmission du savoir avant sa disparition. Religion et philosophie fusionnent, les derniers humains cherchant un sens dans le souvenir plutôt que la survie. L'art devient à la fois thérapeutique et un moyen d'être rappelé. À naissant,
le dernier. Les humains vivent en petits groupes ou isolés, avec des os fragiles et des corps qui s'éteignent lentement. L'humanité ne finit pas par une guerre nucléaire ou l'apocalypse, mais s'éteint dignement, laissant souvenirs, artefacts et l'écho de sa conscience dans machines, livres et acides désoxyribonucléiques. La Terre poursuit ses cycles, les saisons changent, les rivières coulent, les forêts grandissent. La vie existe, mais l'humanité n'est qu'une brève note dans les 46 milliards d'années de la planète. L'espèce autrefois dominante ne survit plus que par ses monuments et ses ossements. Son héritage repose dans des coffres-forts à travers la planète, attendant d'être découvert par de lointains visiteurs, ou par toute intelligence qui émergera après nous. Un monde sans enfants mènerait à l'extinction humaine. Mais si cette fin survenait bien plus vite? Regardez les 60 dernières minutes, avant que l'astéroïde ne percute la Terre pour découvrir ce qui se passe, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.